Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente La culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Et aujourd'hui, André Berkoff sur Sud Radio, c'est du plus grand scandale de pédocriminalité dans l'enseignement catholique français dont nous allons parler, à savoir l'affaire Bétharram. André, Jean-Marie Delbos, reconnu officiellement comme la première victime de cette institution, publie aujourd'hui un récit bouleversant dans lequel il raconte l'enfer qu'il a vécu enfant, et il raconte surtout, André, ses 60 ans de combat pour obtenir justice et réparation. Alors, un livre qu'il faut lire, un livre bouleversant, Mon enfance à Bétharram, aux éditions Le Duc. Effectivement, vous savez, on a vu, vous vous rappelez le Sound of Freedom, le bruit de la liberté, ce film remarquable sur ce qui se passe, ces ignominies qui se passent en Amérique du Sud, mais pas seulement. Et puis il y a eu Pierre Barnerias, et puis il y a eu Karl Zero, et puis beaucoup d'autres courageux qui se battent contre cette ignominie planétaire qui est l'exploitation des enfants. Qui se passe encore, parce que on dit oui, c'est fini, rien n'est fini. En Europe centrale, en Amérique du Sud et ailleurs, et on tient des gens justement grâce à ces ignominies. Et c'est pour ça que c'était très 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 important de parler, et que vraiment Jean-Marie Delbos a eu le courage d'écrire, de décrire cette histoire. On va en parler longuement avec lui, Céline, et je crois que on peut rappeler simplement qu'en 2021, une commission d'enquête sur la pédocriminalité dans l'Église révélait que 330 000 mineurs avaient été victimes de violences sexuelles depuis 1950, de la part d'au moins 2900 prêtres, Céline, c'est bien ça? Et oui, ce qui signifie 13 enfants agressés par jour pendant 70 ans, c'est révoltant, André. Et ce qui est d'autant plus révoltant, c'est qu'aujourd'hui, Bétharram est toujours ouvert et fonctionne. 2 pétitions ont été lancées donc pour réclamer sa fermeture, l'une par Jean-Marie Delbos, l'autre par Arnaud Gallet, qui est cofondateur de Move Enfants. La protection des enfants, c'est le combat de leur vie. On en parle dans un instant sur Sud Radio. Ils seront nos invités. Alors restez avec nous, écoutez absolument ce témoignage de Jean-Marie Delbos. La culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Et aujourd'hui, André, nous avons le plaisir de recevoir Jean-Marie Delbos, l'un des derniers survivants de l'apostolicat, de Bétharram. Bonjour à vous, Jean-Marie. Ali Chabmoun. En béarnais, dans le texte. Que vous sachiez que je viens d'une région qui est la mienne, le Béarn. Et oui, vous publiez alors un livre bouleversant, Jean-Marie, intitulé Enfance à Bétharram aux éditions Le Duc, un livre dans lequel vous racontez votre combat contre cette institution catholique qui a brisé votre vie. Vous y avez été scolarisé de 1956 à 1962. Pourquoi, à l'âge de 10 ans, votre grand-mère qui vous élevait, vous étiez orphelin de père et de mère, a-t-elle décidé de vous scolariser dans cet établissement ? Tout simplement, on était des miséreux. Donc les miséreux dans les villages, vous pouvez imaginer ce que ça peut être. Donc le curé de l'époque vient rencontrer ma grand-mère et lui dit « Voilà, je pourrais faire que Jean-Marie fasse des études. » Et ma grand-mère, la pauvre, qui pensait le meilleur pour nous, dit « Oui, mais je n'ai pas les moyens de payer. On ne pourra jamais payer une scolarité aux gamins. » Et il lui dit « Mais non, c'est gratuit. C'est Bétharram qui vous offre la scolarité. » Oui, mais comment on va faire? Parce que, comme je me répète, mais on vivait en autarcie. On était des gens sans bien, sans rien. On avait juste une maison. Et vous allez savoir, vous avez pu lire dans le livre comment ils ont agi après avec elle. Et donc, elle a cru bien faire de m'envoyer à Bétharram. Oui, vous dites, c'était un don du ciel pour elle. Voilà, pour elle, c'était un don du ciel. Elle disait, j'ai pas pu offrir à ma fille, donc à ma mère, le fait de pouvoir étudier. Et si mes petits-enfants peuvent étudier, ça sera là, à l'époque, on croyait au bon Dieu. Enfin, ils croyaient au bon Dieu. Mais on croyait l'instruction, on croyait l'approbation. Elle dit, au moins mes enfants connaîtront ce que je n'ai pas connu, etc. Exactement. Alors qu'elle était
je le dis très, très, très bien. Elle écrivait très bien, sans faute. Elle avait été à l'école jusqu'à 11 ans. Ça pose quand même quelques questions sur l'éducation actuelle. Et N'entrons pas là-dedans, on en a pour 5 heures. Hein. Donc je vais pas. C'est simplement pour lui rendre hommage du fait qu'elle écrivait très bien, elle savait très bien s'exprimer, et elle a une volonté extraordinaire qui nous a bien servi, qu'elle m'a donnée, bien sûr, puisqu'on en est là, puisqu'on peut raconter cette histoire 60 ans après ou plus. Et donc, pour dire que quand le curé lui a dit, mais voilà, on pourra faire que Jean-Marie ait une instruction un peu plus poussée, et il ira à Bétarame. Donc, elle a dit, mais banco. Et oui, banco, il faut le dire, vous le racontez dans votre livre, qu'à l'époque, les curés avaient vraiment, leur discours était vraiment bien rodé. Ah, c'était rodé, c'était... Ouais. Mais qui aurait... Parce que vous allez voir, après, dans le livre, on en a parlé, mais les curés avaient tous les pouvoirs. Vous savez, dans un village comme on était, c'était des villages, malgré tout, à l'époque, isolés. On était... Il faut pas non plus dire que c'était Paris, hein. On était loin des grandes villes. Vous parlez de quelles années, là, Jean-Marie Delmotte? 56. 56, c'est ça. Donc, ma mère est morte en 56, et tout à l'heure, je racontais son décès qui me bouleverse chaque fois que j'en parle. Et donc vous êtes allé à Bétarame. J'ai été à Bétarame. Donc je suis arrivé à Bétarame, comme d'autres gamins. On s'est retrouvés là. Il y avait beaucoup de Basques, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de curés basques. Parce que les Basques étaient aussi pas très... Ils étaient comme nous. Ils mangeaient pas à leur fête tous les jours, hein. Ils étaient habillés comme nous, pauvrement. Il faut se rappeler que la faim existait à cette époque. Oui. Qu'il y avait des gens qui avaient faim. Non, parce que les gens aujourd'hui ne pensent pas, c'est pas possible. En France, on n'a pas faim, ça n'existe pas. Bien sûr, mais quand je vous entends, oui, on a passé faim. On mangeait ce qu'on avait à la maison. Donc les œufs, la volaille, pas tout le temps. Les poules, on n'allait pas tuer les poules. Les poules, elles fabriquaient des œufs. Alors les poules, il fallait qu'elles soient comme moi en fin de vie, pour pouvoir les mettre dans le pot. Henri IV avait raison de mettre la poule au pot chaque dimanche. Voilà, chaque dimanche. Et à Bétarame, vous le racontez, les repas étaient vraiment miséreux. Alors les repas à Bétarame, ce qu'il faut expliquer, c'est que, vous le dites dans votre livre textuellement, dès mon arrivée, j'ai entrevu le malheur. Pourquoi? Quel souvenir vous gardez de votre arrivée? J'ai le souvenir comme si c'était aujourd'hui. On arrive, 4e étage. On arrive dans un couloir qui servait de dortoir, ouvert aux 80. Je l'explique, quand on se levait le matin, ils ouvraient d'un côté et de l'autre pour que l'air circule. Et donc vous imaginez, on est des gamins de 10 ans, vous imaginez des gamins de 10 ans. Et on était un peu comme des pauvres... On se regardait entre nous, on parlait pas. On avait la larme au bord de l'œil, mais on pleurait pas parce que on avait cette force de caractère à l'époque d'éviter de pleurer. Et donc, on se retrouve tous là, puis arrivent les grands, les gens de terminale, et qui faisaient les fanfarons par rapport à nous. Bon, vous pouvez imaginer. Oui, vous aviez 10 ans. Et alors, c'était comment la vie quotidienne? Alors, la vie quotidienne, elle était très simple. La vie quotidienne, elle était liée par le fait que quand vous êtes pauvre, vous n'allez pas manger du beurre. Hein. Donc, comme on avait du pain dur, on arrivait à se payer, alors moi j'ai encore le souvenir, soit de la planta, la fameuse margarine qui commençait à exister, soit de l'Astra. Et nous, on avait, bien sûr, vous imaginez bien, on avait droit qu'à l'Astra. L'Astra était la margarine de base, et qu'à Bétarame, on nous servait. Et donc, comme je dis dans le livre... pour les repas qui étaient quand même des repas, il faut pas se leurrer, hein. C'était pas dans la grande cuisine, c'était fait par des religieuses. Et les repas, pendant les repas, nous étions en silence, c'est-à-dire qu'on n'avait pas le droit de parler. Ah bon, pas le droit de parler. Pas le droit de parler, j'ai jamais. D'ailleurs, dans la cour, il fallait pas faire de bruit parce qu'il y avait les vieux curés qui étaient là. Et oui, la discipline était vraiment très très stricte. Dans le soir, vous aviez même pas le droit de parler à votre voisin de lit. Vous racontez ça, c'est terrible. Absolument pas. Ouais. Et qui plus est, mais on peut pas l'imaginer maintenant avec la vie qu'ont les enfants, comme j'ai moi, des arrière-petits-enfants. Je vois la parole qu'ils ont, nous on l'avait pas. Oui. Bon. Il n'y avait pas de divertissement, aucune sortie, rien. À minima. Jouer à la pelote,
Pour ceux qui étaient basques, ils jouaient à main nue. Pour les autres, on jouait comme on pouvait. Et le foot, dans la cour, pavé. Et sans faire de bruit, il fallait pas que les curés qui étaient dans les étages entendent. Soit dérangés. Oui. Voilà, soit dérangés. Et vous racontez effectivement que les goûters vous ont laissé un très mauvais souvenir. Ils évoquaient les files de prisonniers dans les camps pendant la guerre, tous affamés, écrivez-vous. Il n'y avait aucune considération pour l'humain. La considération n'existait pas. Et les gens en quatrième, à l'âge de la quatrième, qui étaient donc les gens à qui on donnait des responsabilités, mais ils se mettaient dos à nous, on était sur 2 rangs, et ils distribuaient le pain. Alors, le pain, bon, je rassure tout le monde, c'était pas du pain frais qui venait de la boulangerie, tout le pain chaud que vous pouvez connaître maintenant. C'était ce qu'on appelait en Béarnais les thioines. Les thioines, c'était des grands pains que l'on coupait en 4, et j'ai coutume de dire, et c'est la réalité, on nous donnait du pain dur, parce que on peut faire plus de repas. Si vous avez du pain frais, vous allez en manger plus. Si vous avez du pain dur, vous en mangez moins. Et oui. Et 4 mois après votre arrivée, vous racontez que votre vie a vraiment basculé dans l'horreur absolue avec l'arrivée d'un nouveau surveillant du dortoir, à savoir le père Lamas. D'emblée, il instaure un climat de terreur. Exact, et là, oui. il abuse de vous. Comment ça s'est passé exactement ? Mais ça s'est passé tout simplement. On ne connaissait rien à la sexualité, vous imaginez bien. Et, il y a 10 ans. 10 ans, des gamins comme orphelins, des gens qui arrivaient du Pays Basque profond. J'ai amené le gars qui a écrit le livre avec moi voir d'où venaient les jeunes, mais ils me disent pas possible, ils venaient de là. Mais je lui dis oui, parce que quand vous faites du tourisme, vous allez sur la côte. Vous allez dans les lieux touristiques. Mais toutes ces fermes isolées dans la montagne basque, eh bien, les gamins, ils venaient de là. Parce que les curés, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient dans les familles, comme il a fait le mien, et ils disaient, mais donnez-moi votre... Venez chez nous, et puis ce sera gratuit, etc. Voilà, alors, je voudrais, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est passé? Comment vous avez vu cette espèce de choc avec, il faut le dire, cette horreur qui se passait? Alors, tout simplement, on a vu arriver ce surveillant dans le dortoir. Alors, pour vous situer, le dortoir, il faut connaître un peu Bétaram. C'est un grand bâtiment, au 4e étage, eau froide, bien sûr. Les toilettes en bas, que vous n'avez pas accès. Et les toilettes, on avait accès le soir à 21h quand on montait. Et le matin à 7h30. Et pas dans la nuit? Vous pouvez pas? Non. Pas question d'aller aux toilettes dans la nuit? Il fallait pas y penser. Il fallait pas y penser. Donc, il y avait par contre pour les curés, ils avaient leur petit coin privé, oui, bien sûr. Avec douche, tout, chaude, tout. Mais nous, on avait des bacs en pierre et on se lavait comme les chats. À l'eau froide? À l'eau froide, bien évidemment. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé le soir? Alors là, quand les premiers soirs où on s'est trouvé là, et dans la nuit, j'ai senti quelqu'un qui venait sur moi, qui me découvrait, on avait des pyjamas parce qu'on était très prudes à tout point de fait. Et je me retrouve donc pyjama baissé, slip baissé, et l'instinct d'avoir une bouche sur le sexe. Mais vous imaginez, mais je ne pouvais pas imaginer ce que c'était. Maintenant, on en parle facilement. Mais à l'époque, qu'un curé vienne, soutane ouverte, je précise, soutane ouverte, et qui s'empare de notre anatomie, mais vous ne pouvez pas l'imaginer. Vous pouvez pas. Et il a répété ces horreurs pendant 5 ans. Pendant toute la période où on est resté. Et sur d'autres enfants, parce que vous n'êtes pas la seule enfant. De moi, il partait sur d'autres, oui. C'est pour ça qu'on s'est retrouvés à plusieurs à vouloir déposer, à vouloir raconter notre histoire. Et tout ça sans un mot, sans un mot. Si, il y avait le mot magique. Rendormez-vous, c'est rien. Oui, ce n'est rien, rendormez-vous. Il vous répétait ça tous les soirs pour vous endormir. Tous les soirs. Quand on me dit, mais quand? Tous les soirs. Ouais. Et cependant, il passait de lit en lit. De lit en lit, suivant les... Alors on a coutume de me dire, il prenait que les gamins mignons. Bon, ça c'est pour la pub. Et comment ça se passait à l'époque entre victimes? Est-ce que vous parliez ensemble de ces agressions sexuelles? Alors, en fait, de suite, on n'en a pas parlé. Mais parce qu'on était très
très soucieux de pas parler des choses qui concernaient les curés, vous imaginez bien. Il y avait une forme de honte. Non, pas de honte, mais comment aller raconter ces trucs-là? Comment désigner ces trucs-là? Parce qu'on connaissait rien. Et pardon, il y avait que lui qui faisait ça, il y en avait d'autres? Oui, non, il y avait que lui. Moi, je n'ai connu que lui. D'accord. Oui. Et ce qui est terrible, effectivement, c'est que votre grand-mère vous avait vraiment élevé dans la foi et dans le respect de ces hommes qu'il fallait vénérer, vous disait-elle. Exactement. Comment vous étiez l'enfant victime quand chaque matin vous voyez ce prêtre qui avait abusé de vous la veille faire la messe? Non, mais vous imaginez, il disait la messe, et puis alors, il était tellement autoritaire qu'on en avait peur. Il était d'une autorité, il était grand, bien habillé, enfin, et il n'avait droit qu'à des, les autres allaient dans des chapelles, vous savez, un peu si vous connaissez Bétarame, un peu dans les coins perdus. Lui, il avait droit à la chapelle de l'établissement. Donc, on peut se poser des questions. C'était un notable, quelque part. C'était un notable, voilà, oui, ça. on peut le désigner. Voilà, je vous avais dit le vrai mot. Pour eux, c'était le notable de service. Oui. Mais le pire dans tout ça, c'est que on avait récupéré un nouveau directeur. Le nouveau directeur était ce fameux Couture, qui était un tout petit bonhomme, mais habillé avec une barrette, et il avait sur la tête toujours une barrette. Parce que ça donne un air d'autorité. Enfin, voilà, tout à fait. Et cet homme n'a pas été tendre avec vous parce qu'effectivement, absolument Mais il est en train de parler de ça. après 50 calvaires, vous dénoncez votre agresseur. Il vous a jamais cru. Mais c'est-à-dire que la seule chose qui existait à Bétarame pour nous, puisqu'on n'avait pas de rapport quasiment avec nos familles, c'était qu'on avait droit à ce qu'ils appelaient un directeur de conscience. Directeur de conscience. Ouais. Vous voyez, vous connaissez le mot. Donc le directeur de conscience était l'homme le curé à qui on allait raconter nos misères d'enfants. Bon, alors après, j'entends beaucoup de choses, mais en fait, on choisissait. Donc on choisissait, moi j'avais choisi le père Descombes, dont je parle qu'il doit être saint, il doit être au paradis, parce que quand je lui ai dit, bon, oui. Alors il était avec nous, il était exceptionnel ce gars. Il nous a appris la géologie, il nous a appris, c'est un scientifique, hein. Et puis après, vous verrez dans le déroulé de sa vie, il a été... Donc lui, c'était votre directeur de conscience. Directeur de conscience. Et à quel moment vous avez éprouvé le besoin de lui dire, écoutez, il se passe ça et ça et ça? Au bout de tant d'années, on en a parlé entre nous, difficilement, mais on en a parlé. Bien sûr. Et qu'est-ce qu'il te fait? T'as vu ce qu'il te fait, la masse? Ouais, mais quand même, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On pouvait pas avoir grand chose pour se défendre, hein. Donc, mais on va en parler au directeur de conscience. Bon, on y va tous. Dans les 8 ou 10 qu'on y était, je me souviens plus exactement du chiffre, mais enfin, de cet ordre-là. Et donc, je vais voir mon directeur de conscience et je lui dis, voilà, Père Descombes, voilà ce qui se passe. La masse, la nuit, voilà ce qu'il nous fait. Il me dit, mais Jean-Marie, parce que celui-là, il nous appelait par nos prénoms. Il avait cette humanité que je dis, il était très peu avant de l'humanité. Les autres, ils avaient... Et alors, qu'est-ce qu'il dit quand vous lui dites ça? Et alors, il reste un peu interrogatif, vous imaginez. Un de ses collègues qui pratique ce genre de choses, ça... Puis c'était un gars qui était tellement simple, tellement à l'écoute de nous, que... vous imaginez. Et la suite a été terrible parce qu'ils vous ont fait taire et ils vous ont envoyé de force en psychiatrie. C'est terrible. Mais bien avant, voilà, il a fallu passer chez le directeur pour avoir, pour nous dire ce qu'il pensait de nous. Donc les premiers qui sont passés, c'était ceux qui voulaient témoigner. Ils ont été vite mis d'aplomb. Ils pouvaient pas témoigner. On leur dit, si vous témoignez, dehors. Donc, parce que c'était violent. C'était pas, faut pas mettre maintenant en disant, non, c'était violent. Et, donc, arrive mon tour. Je vois passer les 7 ou 8 bonhommes ou 10. Et je dis, bon, à mon tour, le dernier qui passe, il me dit, mais, il t'attend. Bon. J'arrive et je raconte que j'ai toujours eu un air narquois. Moi, personne m'intimide. Donc, j'ai gardé ça de ma grand-mère. Personne ne m'intimide. Et donc,
j'arrive devant Couture, et lui, par contre, il vous voyait, c'était... Et il me dit, ce que vous avez raconté, vous allez l'oublier. Et il ne s'est jamais rien passé. Oh. Ah ouais. Il voit mon Carrément. sourire. Voilà. Ça n'existe pas. Il voit mon sourire un peu, je m'en foutiste, que j'ai gardé toute ma vie, pareil, comme je vous dis. Et il me dit, je veux plus entendre parler de vous. Bon, il voit toujours que je ne réagis pas comme il voulait. Il était petit, j'étais petit. Je dis, vous vous rendez compte, à cet âge-là, je suis pas grand maintenant. Plus de 70 ans après, j'ai toujours gardé cette taille. Mais c'est pas grave. Je suis très content de ma taille. Et M. Berkoff est comme moi, il est d'accord avec moi. Absolument. Voilà. Donc... Mais alors justement, il vous dit ça. Il vous dit arrêtez, parlez plus de ça, c'est fini, etc. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait? À l'époque, on parlait pas, on répondait pas. Ben, c'est ça. Voilà. Et bien quand il a vu que, comme je répondais pas et que je gardais cet air narquois, non, j'ai compris. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il s'est levé et j'ai eu la plus belle gifle qu'on peut rêver dans sa vie. Et il vous a carrément giflé. Pas une petite gifle pour vous faire plaisir. Mais j'ai dit, mais il est branque, ce con. Et il espérait que j'allais pleurer, que j'allais m'abaisser. Ben, j'ai souri. Alors ça l'a mis en transe. On va avancer dans votre histoire parce que là, le temps défile rapidement. Ce que j'aimerais, un mot. Pour vous faire taire, ils vous ont envoyé en psychiatrie. Vous êtes resté 15 jours. Qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-nous en quelques minutes. En 4 mots, je tombe, je me blesse un genou. Le médecin du quartier me met des trucs qui servaient à rien, pas de radio, rien. Et je me retrouve envoyé à l'hôpital. Oui, mais pas à l'hôpital. Je me retrouve qu'on me met sur un chariot, on m'amène à l'hôpital militaire psychiatrique. J'arrive devant la porte et je lui dis, je vais où? Je rentre là-dedans, la porte était fermée, et je me retrouve devant des dizaines de jeunes qui arrivaient d'Algérie, et qui étaient détruits, bien sûr, et qui se battaient entre eux, qui cassaient tout, et je me retrouve là. La bonne sœur qui était là me désigne un lit, elle me dit, tu bouges pas de là. Enfin, vous bougez pas de là. Et donc, à côté de moi, il y avait un gars qui hurlait de douleur. Il avait été émasculé par les combattants algériens. Vous imaginez, pour un gamin de mon âge, de l'âge que j'avais. Et oui. Et ce qui est terrible, effectivement, vous racontez tout ça dans votre livre, qui est bouleversant. On vous a shooté au tranquillisant pour vous faire taire, Jean-Marie. Voilà. C'est terrible. Alors, heureusement, grâce à un médecin, effectivement, qui était révolté de vous voir dans cet état, vous allez sortir de psychiatrie. Ouais, 15 jours après. 15 jours après, vous allez retourner chez votre grand-mère. Le problème, c'est que là, Betaram va continuer les pressions sur vous et votre grand-mère pour vous faire taire toujours. On continue ce récit bouleversant dans un instant sur Sud Radio. La culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. De retour sur Sud Radio avec Jean-Marie Delbos, auteur de Mon enfance à Betaram, un livre qui paraît aujourd'hui aux éditions Le Duc, que vous préfacez, Arnaud Gallet. Bonjour à vous et merci. Bonjour de nous avoir rejoints sur Sud Radio. Alors vous êtes cofondateur de Move Enfants, une association de lutte contre toute forme de violence faites aux enfants. Avant de parler de votre combat, revenons à votre histoire, Jean-Marie. Vous avez été policier pendant 30 ans, et ce jusqu'en 1997. En 30 ans de carrière, vous n'avez jamais pu porter plainte contre votre agresseur. Pourquoi? Oh, c'est très simple. 30 ans, ça paraît très long pour vous. Alors pour moi, c'est encore pire. Mais dès que vous disiez, mais tu vas prendre ma plainte parce que... Ah oui, mais non, contre un curé, tu rigoles, ça sert à rien. Ça n'ira pas plus loin. Donc en fait, chaque fois que je m'adressais à un collègue qui était compétent pour prendre la plainte, c'était le mot magique. Parce que vous étiez déjà policier, vous parliez à des policiers. Oui, je parlais à des propres collègues. Non, il vous disiez non, ça non, marche laisse pas. tomber, c'est des curés. Qu'est-ce que tu veux aller déposer plainte contre des curés? Donc en fait, parce que vous imaginez que la parole que j'ai aujourd'hui, je l'ai toujours eue. Je comprends. Donc, comment vous l'avez vécu, cette injustice? Très mal. Je ne vais pas vous dire le terme que j'employais pour le désigner. Et qu'est-ce qui vous a amené à dire un jour, ça va, maintenant il faut que j'y aille? Eh bien,
en 2010, en 2007 exactement, en 2007, intervient le curé Laclos. Léon Laclos qui se marie, et avec qui je suis très ami par ailleurs. Et donc, je lui ai écrit pour lui dire, parce qu'ils lui ont fait des misères terribles aussi, hein, et je lui ai écrit... s'est marié. Voilà, parce qu'il s'est marié. Il a fait la plus belle chose de sa vie. Et il est marié avec une sainte femme. S'il m'entend, il dira, il va m'engueuler parce que je sais ce qu'il va dire. Et donc, résultat, je lui ai écrit, et cette lettre, elle a entraîné 3 ans. Et chaque fois qu'il l'a présenté à Bétaram, il s'est fait jeter. Il s'est fait jeter. Ouais. Voilà, c'est le terme. Et donc, il a envoyé cette lettre au Vatican. Donc, le Vatican a envoyé ma lettre à l'évêque de Limoges. Pyrénées-Alpes, oui. Et donc, l'évêque de Limoges a transmis au procureur de la République, qui, le procureur de la République, m'a fait entendre par les gendarmes de mon patelin. Donc, l'affaire est partie. Mais très rapidement, j'ai reçu une fin de non-recevoir, prescription. Et entre-temps, Bétaram avait déplacé la masse à Bethléem. Donc vous imaginez? Ah oui, c'est-à-dire que le père la masse qui à avait... Bethléem voulait dire en Palestine, non? Oui, le père qui vous a abusé, effectivement, a été exfiltré en Terre Sainte. Vous dites que ça, c'était une pratique, l'exfiltration, c'était une façon pour eux de protéger les prédateurs, c'est ça? Ça existait jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Sauf que maintenant, il y a certains évêques qui ont pris la mesure de ce qui est arrivé. Moi, je suis très ami avec... C'est difficile maintenant de cacher. Oui, maintenant, moi, je suis très ami avec Monseigneur Mika, qui est le premier pour l'instant à avoir pris des mesures pour faire cesser les gens qui... Et c'est hallucinant, vous imaginez le circuit, plus de 30 ans, plus de 33 ans, etc. Donc la masse exfiltrée. Et vous, alors, quand est-ce que vous commencez à connaître une reconnaissance de tout cela? Ah, mon pauvre monsieur. 60 ans de combat. 60 ans de combat. Pour être indemnisé, ouais. 60 ans de combat. Pas pour indemniser, déjà pour être reconnu. Indemnisé et reconnu officiellement. Avant d'en être là, 2010, donc circulé, il n'y a rien à voir. 2016-2017, par l'intermédiaire du curé de mon village avec qui j'avais sympathisé, bon, qui s'est marié depuis, hein, je vous rassure. Pas grave, mais là, les curés se marient. Voilà, c'est très bien, et c'est la meilleure chose qu'ils font. Et donc, l'évêque de Bayonne, avec qui j'ai un long entretien, vient manger chez moi, parce que moi, on vient manger pour pouvoir discuter. Donc, si vous avez l'occasion, voilà, l'invitation est lancée. Mais n'étant pas l'évêque de Bayonne, j'accepte l'invitation. Voilà. Alors, dites-moi, donc, qu'est-ce qui s'est passé avec l'évêque de Bayonne? Il me dit, écoutez, je vais demander à Bétaram qui vous envoie 2 émissaires. Ils m'ont envoyé donc 2 émissaires qui sont venus. Donc, d'accord. Ces 2 gars sont venus. Je les étais mal reçus. Delgue et Bachot. Delgue est le secrétaire général de l'organisation de Bétaram. Bachot, à l'époque, était D'accord. Mais dites-moi ce qui s'est passé. Eh bien, quand ils sont venus, il y en a un, j'ai cru qu'il fallait appeler le médecin parce que il a eu très peur. Et parce qu'il a été violenté comme moi. Donc vous imaginez, je lui dis, quand je lui ai dit, mais vous aussi vous êtes passé à la casserole, qu'est-ce que vous allez raconter maintenant? Mais vous êtes passé à la casserole comme les autres. À l'autre, au secrétaire général, je lui ai dit, vous êtes trop jeune, il était déjà parti. Donc, ils ont été nommés par le Vatican comme commissaires enquêteurs. Vous imaginez? Oui, une enquête canonique, effectivement. Une enquête tout à fait. canonique. Mais ça n'a pas abouti, effectivement. Il faut qu'on avance dans l'histoire, là, voilà, effectivement. Et on va résumer. Après 60 ans de combat, donc vous avez été indemnisé à hauteur de 35 000 euros par la commission reconnaissance et réparation. Cette reconnaissance tardive, vous espériez effectivement à une indemnité plus élevée. Oui. Elle est de 60 000, il y a un plafond, malheureusement. C'est ça, j'avais tablé sur ce prix-là. C'est une évidence. Et mon confrère ne va pas dire le contraire. Et la presse, excusez-moi, la presse en a parlé à ce moment-là. Vous avez eu des... Oui. Mais la presse a commencé à en parler en 2017. J'ai fait l'objet de 3 premières pages.
Ouais. Oui. Arnaud Gallet, vous êtes vous aussi un survivant de violences sexuelles dans l'enfance. Vous avez aussi été abusé par un prêtre. Aujourd'hui, votre combat, c'est la protection de l'enfance. Vous préfacez le livre de Jean-Marie Delbos. L'histoire de Jean-Marie Delbos, elle illustre quoi de notre époque ? Elle illustre quelque chose qui n'est pas fini. Elle illustre le fait qu'il y a eu dans ce pays 330 000 victimes de pédocriminalité dans l'église en 70 ans, 13 enfants par jour. Il y en a eu 108 000 dans des établissements privés sous contrat, comme Betaram, avec d'ailleurs ou sans contrat d'ailleurs, au passage. Il ne se passe absolument rien dans le pays. Vous voyez, je vous entendais en termes de reconnaissance, justement. Intéressant, le terme de reconnaissance. C'est pas la justice qui a reconnu, c'est l'Église. Par le biais d'une commission indépendante, ce qui devrait nous interroger théoriquement, c'est-à-dire que dans abdication de l'État. Attends. De la justice. La justice n'a pas reconnu jusqu'ici rien. Rien. La seule qui a reconnu, c'est l'Église. Moi, je fais partie des 22 signalements qui ont été faits par la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église. J'ai eu un plafond, comme ils l'ont appelé, de 60 000 €. Mais rien que ça, si vous voulez, vous le dites comme ça, c'est une remise en question d'un principe de droit fondamental qui s'appelle la réparation intégrale. Je m'explique, je vais très vite. Vous traversez la route, paf, vous vous faites shooter par une voiture, vous avez une jambe en moins. C'est pas ce que je souhaite, d'accord, on touche du bois. Qu'est-ce que fait la justice ? Elle va vous dire, voilà, pour la jambe, vous avez le droit à temps, vous pouvez plus faire du sport, vous avez le droit à temps, puis aller chercher moment. Bref, l'intégralité d'un préjudice, au regard aussi de votre salaire, etc. Parce que la justice, elle est individuelle, elle dépend de chacun, en fait. Elle est singulière, par exemple. Elle est à géométrie variable. Exactement. Non, mais ce qui est normal, c'est-à-dire que on prend, voilà. C'est pas du tout ce qui se passe avec nous. Nous, victimes de pédocriminalité dans l'église, c'est un crime de masse, voire un crime contre l'humanité. Pourquoi crime contre l'humanité ? Parce que c'est une discrimination. Déjà, parce que ce sont des enfants. Contre l'humanité, bien sûr, absolument. voilà. Et il se passe absolument rien. Et je me permets de dire ce que vous disiez tout à l'heure par rapport aux prêtres qui se déplacent. Je vous reprends. Je suis entièrement, je suis pas d'accord avec vous. Nous-mêmes, avec nos enfants, on se déplace aujourd'hui pour aller justement à la rencontre de prêtres. Il y en a un à Versailles, c'est pas très loin d'ici, qui aujourd'hui a été muté, il vient du sud de la France. Les victimes ont 21 ans et 30 ans, donc ça se passe en 2025. Betaram, déjà, c'est pas l'ancien temps, c'est pas le temps des dinosaures. C'est présent. Betaram, c'est aujourd'hui. Bien sûr, c'est ce qu'on dit. Et c'est pour ça que c'est scandaleux, c'est inacceptable. Je vais vous dire ce qui devrait se passer, en fait, théoriquement dans ce pays, c'est que quand vous avez un crime de masse de cette envergure-là, en fait, l'État doit prendre sa part. C'est ce qu'a fait l'Australie. L'Australie, ils ont été confrontés à des scandales quasiment d'une même ampleur, un peu moins d'ailleurs, parce que les chiffres étaient un peu moindres, mais ils ont mis en place 150 réunions publiques. L'État était sur le devant de la scène, la justice, tout le monde, tout le système qui a failli, en fait, pour plus jamais que ça se reproduise. La France, Betaram, la pseudo-commission qui s'est mise en place actuellement, qui est animée par une association, je peux vous dire qu'aujourd'hui, le rectorat, par exemple, n'y participe pas. Vous trouvez ça normal, vous ? Le rectorat, par exemple, il n'a pas fait de contrôle sur Betaram, il devrait rendre des comptes en fait publiquement, enfin c'est la moindre des choses quand même. Non, c'est pas le cas. Je suis désolé, ça veut dire qu'on n'a pas compris aujourd'hui, et c'est pour ça qu'effectivement je préface cet ouvrage-là, mais je dis que attention. C'est toujours dans le présent. Alors c'est le présent perpétuel des victimes. Et oui, et vous dites ceci effectivement dans la postface du livre effectivement de Jean-Marie Delbos. Vous écrivez ceci à propos de François Bayrou. S'il avait fait son travail, s'il avait dit je m'excuse auprès des victimes, je reconnais leur peine, on n'en serait pas là. Bien sûr, c'est une évidence absolue et on a bien vu que François Bayrou, il a quand même dit, je me rappellerai toute ma vie, même d'ailleurs quand il est sorti, même sous le perron de la mairie de Pau, il a dit dernièrement, je découvre un continent inconnu. Enfin, comment il peut découvrir un continent inconnu, quand il y a eu autant de victimes, 330 000 victimes de pédocriminalité dans l'église. On parle de 11% de la population française victime de violences sexuelles dans son enfance. Et on a un Premier ministre qui dit qu'il découvre. Attendez, Jean-Marie Delbos, j'aimerais savoir, en avril, Jean-Marie, je voudrais le faire réagir sur François Bayrou, parce qu'en avril 2024, vous lui avez écrit une lettre pour lui raconter votre histoire. Il ne vous a jamais répondu. Jamais répondu, et qui plus est, pire, Vanier, le député, lui a présenté ma lettre à l'Assemblée nationale. On voit mon nom sur la lettre, on voit mon nom. Ils ont barré mon adresse, mais c'est pas grave, ils auraient pu la laisser. Et Bayrou n'a pas eu de réaction. Mais le pire, c'est que récemment, on a été au conseil municipal de Pau, il y a 3 semaines. On était conviés par des gens mais mon avocat, Blanco, Maître Marbeau, qui s'avère être dans l'opposition à Bayrou. Et on était 3 victimes. Donc, on était 3 dans le carré. 3 victimes de Betaram, même. Voilà, on était 3 victimes là. Et donc, Bayrou a pris la parole. Bon, il voulait à tout prix monopoliser on peut imaginer.
Et donc, le premier, c'est Marbeau qui a pris la parole et qui a dit, voilà, il a raconté, ils se sont attaqués sur divers sujets, mais il a dit, on a 3 victimes de Betaram. Et je voudrais, monsieur le maire, que vous en parliez. Il a éludé la question, bien évidemment. Donc après, c'est Madame Gisberg, qui est là une dame de l'opposition, enfin qui est commerçante, qui a été mise en cause par le nommé Pérez. Je dis le nom, qui nous a insultés, parce que nous, il nous a insultés. Et Bayrou a dit, c'est qu'il faut l'entendre. Il insulte les gens de l'opposition et les victimes de Betaram devant Bayrou. Et Bayrou n'a rien dit. Bon, moi je dis, mais là, il va agir. Bah, il a pas réagi. Il a dit. Ouais. Non, mais vous rêvez, là. Qu'est-ce qu'il a dit? Mais on le cherche, mais on le trouve. Quand on le cherche et on le trouve. Eh bien, parce que il avait l'air de dire que c'était de notre faute. Terrifiant. Voilà, moi, Jean-Marie... si tu permets, je voudrais quand même poser une question, si tu permets. Moi, je voudrais comprendre quelque chose par rapport à ce que vous venez de dire. Qu'est-ce que ça veut dire 30 000 euros? Qu'est-ce que ça veut dire 60 000 euros? Pardon, c'est ça la question importante. Bien sûr. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Qui évalue quoi? Ça veut rien dire. Pardon. En fait. Vous avez raison. Là, il a vécu ce qu'il a vécu. Vous avez vécu ce que vous avez vécu. Je veux savoir. Je dis pas que c'est pas cher ou pas cher. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, on sait pas. En fait, c'est au doigt mouillé. Et quand vous avez même la notification de la CRR, comme oui, c'est qui décide, pardon. En fait, c'est un commissaire qui présente quelque chose et c'est la CRR. En fait, ils font une expérience de justice restaurative comme si les victimes n'avaient pas suffisamment subi une expérience. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est terrible. Et finalement, l'État français, enfin, je le dis parce que nous, on a alerté l'Élysée sur ces questions-là, on a alerté la délégation interministérielle des 2 victimes, le garde des Sceaux, le ministère de l'Intérieur, parce que c'est le ministre des Cultes. Personne ne réagit dans ce pays et donc ça continue. Ça veut dire que la seule chose qu'on fait, finalement, comme si les victimes, ce qu'on cherchait uniquement, c'était une reconnaissance financière. c'est ça que c'est. Et donc on sait pas. Et donc on sait pas. Moi, on m'a dit que j'étais au plafond parce que je fais partie des 22 signalements. Donc c'est ça. J'adore le plafond. Le plafond. Ce que vous avez vécu, on s'en fout. Ce qu'il a vécu, on s'en fout. C'est 30 000, 60 000 au doigt mouillé, quoi. Mais oui, en tout cas. Depuis que l'affaire Betaram a éclaté, plus de 200 plaintes ont été enregistrées. Aujourd'hui, avez-vous peur d'un nouveau Betaram? On en parle dans un instant sur Sud Radio. La culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. On continue notre discussion sur la pédocriminalité dans l'église avec nos invités Jean-Marie Delbos et Arnaud Gallet. Alors aujourd'hui, Betaram continue de fonctionner tranquillement. Cet établissement reste encore sous contrat avec l'éducation nationale et dispose d'un agrément jeunesse et sport lui permettant d'accueillir des groupes d'enfants. On marche sur la tête. Voilà, moi c'est fini maintenant, Betaram. Il se passe plus rien, Betaram, je suppose. Qu'est-ce qu'on en sait? On n'en sait rien. On n'en sait rien. Ah non, on n'en sait rien. Qu'est-ce qui nous permettrait d'affirmer? Enfin, je veux dire, si c'est la parole de la congrégation qui nous dit aujourd'hui, il n'y a plus rien, est-ce que eux sont suffisamment légitimes pour qu'on puisse les croire? Non, ils sont pas légitimes. Ah oui, non mais franchement, c'est une blague. Pas légitimes. Parce qu'il y a une école maternelle, il y a un collège, un lycée et 2 lycées même au sein de Betaram aujourd'hui. Et je vous fais quand même remarquer que il y a quelques années, j'ai plus la date exactement, il y a eu aussi des faits de violence sexuelle sur un jeune. Il n'y a pas très longtemps. Oui, en 2020. À Betaram. Voilà, 2020, Betaram. Donc vous voyez, c'est fini. Ouais. Non, c'est pas fini. En fait, on n'en sait rien et donc il y a toujours un contrat. Il y a toujours, et on a bien vu d'ailleurs que même l'inspection qui avait été menée, elle est un peu remise en question, y compris par les inspecteurs eux-mêmes, etc. Enfin bref, on voit bien, c'est un fiasco total. Et c'est pas fini. La seule chose aujourd'hui, c'est que François Bayrou est plus Premier ministre et donc ça signifie que ça enterre en fait, comme systématiquement sur les violences sexuelles. Donc il va falloir qu'on y retourne, il va falloir que on attende qu'il y ait un nouveau scandale parce que ça n'a pas suffi. Et donc pour que les victimes prennent encore une fois la parole parce que ça suffit pas en fait de souffrir, en plus qu'on s'expose publiquement pour être en capacité que ça se reproduise plus jamais. Et ça doit être difficile de prendre la parole en plus. C'est pas simple. Je pense que ce qu'on réalise pas, là, on a très souvent la société qui nous dit c'est courageux, etc. Je pense que c'est plus que courageux, c'est politique en réalité. Et le courage, là où il manque aujourd'hui, c'est du côté des politiques. Je pense que c'est ça l'enjeu. Et l'urgence, il y a vraiment urgence à fermer Betaram. Jean-Marie Delbos, vous parlez effectivement de près de cette congrégation qui sévissent aussi sur d'autres continents, Afrique, Asie. Sur d'autres continents, on en a les preuves. On a des victimes dans certains pays africains. Et donc vous imaginez, dans certains pays africains, ils faisaient du social. Donc vous imaginez ces pauvres gamins africains. Et bien voilà, on en est là.
On en est là, et qu'est-ce qui va être fait? J'ai lancé une pétition, et Arnaud en a lancé une autre. Mais cette pétition, il y a des milliers de gens, mais cette pétition, elle avait pour but que les gens prennent conscience que Betaram, il faut la fermer. Parce que Betaram... Oui, vous êtes pour fermer Betaram, vous aussi. Mais parce que, comme dit Arnaud, ils trouvent des subsides depuis de l'administration, dont l'État leur donne de l'argent. Moi, je pense même, si tu veux, Jean-Marie, je pense qu'au-delà de ça, à mon sens, il y a même quelque chose qui serait de l'ordre du bon sens et de la dignité pour les victimes. C'est-à-dire comment un établissement qui a fait autant de massacres d'enfants pendant tant d'années, sous les yeux de tout le monde, parce que la société savait. Comment se fait-il, en fait, que symboliquement, on regarde les chiffres qu'on connaît aujourd'hui des violences faites aux enfants. Je rappelle qu'il y a un enfant toutes les 3 minutes qui est victime de violences sexuelles, qu'il y a un enfant qui meurt tous les 5 jours sous les coups de ses parents. C'est ça, les chiffres, en fait, en France. Et peut-être qu'il serait peut-être temps de fermer ce type de lieu. Betaram, le village d'enfants de Riomont. Bref, on peut en mettre partout dans tous les départements et on en fait, pourquoi pas, de la prévention. Un lieu où vous allez avec les gamins, j'en sais rien, comme un lieu, Surtout, ce qui est scandaleux, c'est que votre agresseur vit toujours à Betaram. Alors là, je peux en parler. Est-ce qu'il a reconnu son crime? Je peux en parler. J'ai été dans le bâtiment où il habite. Oui, c'est ça. Donc je suis monté par subterfuge, bien évidemment. Quand Arnaud est venu, j'avais déjà été le voir. Vous parlez donc de ce père-là? Ce père Lamas, il existe toujours. Il est là, il vit là et il a reconnu. Face à l'établissement scolaire. Il est dans un EHPAD, Il a reconnu, maman violée, il a tout reconnu. Et bon... Il a été, alors, attendez. Il a été sanctionné? Quelle sanction il a eu? Il a reconnu. Ça veut dire quoi, sanction, cher monsieur? Je ne sais pas, je veux savoir, est-ce qu'il y a une sanction? Mais si on prend... Quel corps de ce soit? Si on prend le mot sanction dans ce qu'il dit, mais il a fallu attendre 2025 pour qu'il soit mis en garde à vue et qu'il revienne et qu'il puisse reprendre. Et on lui a interdit de reprendre ses activités religieuses. Mais jusqu'à ce moment-là... Jusqu'à 2025, c'est-à-dire cette année. 2025, il faisait la messe. Mais il avait été interdit pourtant avant. Il avait été interdit en 2017. Et il la faisait quand même. Et il a continué. Alors, quand le directeur général Assin est venu de Paris, de Rome me voir, il me dit, je vous promets, ça y est, il ne fera plus rien. J'avais des promesses terribles. Mais Internet est magnifique, enfin Facebook. Et je me brage sur Facebook 2 jours après. Qu'est-ce que je le vois? En grande tenue, qu'on célébrait à Bethléem. Non, à Bethléem, en plus, si vous prenez la vie religieuse, Bethléem quand même, ça représente la naissance de... C'est terrible. Aujourd'hui, Jean-Marie, les victimes qui vous entendent, qu'avez-vous envie de leur dire? Et je vais leur dire, au lieu de vous battre entre vous, eh bien, unissez-vous pour vous battre. Ne vous dispersez pas. Et faites, moi, en fait, j'ai rien à faire là-dedans. J'ai été indemnisé, mais moi, je suis là pour que ça ne... Comme Arnaud est plus fort que moi, d'ailleurs, mais pour que ça n'arrive plus. Donc, les victimes qui se signalent maintenant, alors j'entends divers procédés, mais les victimes, il faut qu'ils fassent corps. Il ne faut pas qu'ils se mettent les uns contre les autres. Et donc c'est vrai que moi maintenant, je continue le combat, comme j'ai dit au... Vous avez fait ça avec votre livre, vous continuez le combat avec votre livre. Alors Arnaud Gallet, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a beaucoup de choses, mais qu'est-ce qu'il faut faire qui vous paraît... Je dirais, on va pas sortir la paille du chapeau, il n'y a pas de solution miracle, on le sait devant ce drame. Qu'est-ce qui vous paraît le plus important pour au moins endiguer un peu, sinon disparaître? Nous, on appelle de notre vœu à mettre en place ce qu'on appelle une justice transitionnelle. C'est pas nous qui avons inventé ce terme, c'est l'ONU. L'ONU a dit que quand il y avait un massacre de masse, il fallait faire une justice transitionnelle qui s'appuie suivant 4 axes. Un premier axe s'appelle vérité, c'est-à-dire qu'on fait la vérité sur ce qui s'est passé, sur le procédé, etc. Et on le rend public. Un deuxième axe qui est également fondamental, c'est l'axe de justice. Est-ce qu'on est suffisamment outillé aujourd'hui pour juger? Est-ce qu'on pose la question de l'imprescriptibilité, par exemple? La question de la non-dénonciation du crime? Est-ce qu'on allonge les délais? Enfin bref, différentes questions là-dessus. Un troisième axe qui est fondamental, c'est celui de la réparation individuelle
et réparation collective. Réparation collective, c'est important. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. C'est on peut fermer Betara, mais on fait autre chose. On fait une réparation collective. C'est-à-dire que la société se souvient. On ferme pas juste en mettant un rideau. Non, parce que évidemment, on est toujours dans le. On leur fait un institut de prévention ou autre. Oui. Et quatrième axe qui est tout à fait fondamental, bien évidemment, c'est la prévention et c'est la prise en compte de la parole des victimes pour éviter que ça se reproduise de nouveau. Et là, effectivement, on est dans quelque chose où on se dit que, et c'est pour ça que les victimes parlent. Moi, je me permets de le dire ici. J'ai été membre de la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. On a intitulé notre rapport « Je parle pour moi et pour protéger les autres ». Oui. Jean-Marie Delbos, aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait effacer toutes ces cicatrices? Alors je vais vous donner la même réponse que j'ai donnée au juge de la cour d'appel de l'instruction à Pau il y a quelques mois, c'était au mois de mai. Mais je vous raconterai que quand on fermera la porte du four, j'ai dit à la présidente, vous savez, madame la présidente, elle m'a posé la même question que vous. Oui, et qu'est-ce qu'elle a? Voilà, votre réponse. Vous savez, madame la présidente, quand ils fermeront la porte du four, il faut qu'ils veillent à la fermer rapidement. Parce que même à la porte du four, on m'entendra parler. Oui, merci pour votre témoignage, Jean-Marie Delbos. Je rappelle Mon enfance à Bétarame, qui est sorti aujourd'hui aux éditions Le Duc. Merci à vous, Arnaud, d'être venu sur Sud Radio, et bravo à vous pour ce combat magnifique que vous menez pour les enfants. Merci. Adichat Bonda. Avec terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes.